Alors, comme ça, vous prétendez n'avoir rien à vous reprocher? On a quand même effectué quelques recherches sur vous. Ça, c'est votre déclaration d'impôt. Donc, vous faites passer l'addition du bistrot en note de frais. Et là, votre facture de téléphone. Votre ami est au courant de tous ces coups de fil à... Vous feriez mieux d'appeler vos parents plus souvent. Mais au fait, vous ne leur avez pas dit pour la maison de retraite? Vous débordez sur votre pause de midi. Votre hygiène dentaire est déplorable. Vous téléchargez de la musique illégalement. Vos pyjamas sont moches. Si vos collègues savaient ça... Bonjour et merci de nous retrouver dans Xenius. Bonjour tout le monde. Ça met un peu mal à l'aise tout ça, hein? Même si nos exemples sont fictifs, toutes ces données sur vous existent quelque part sur un serveur ou sur un ordinateur. Dans les administrations, chez le médecin, chez votre employeur et plus ou moins ouvertement aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est tous victimes d'espionnage? Est-ce qu'on vit dans un monde de surveillance? Ou bien est-ce qu'on évolue dans une société plus libre, dans laquelle on ne se cache plus rien, puisque, de toute façon, ce n'est plus possible? Tu vois là? Même en débranchant complètement téléphone et Internet, on est surveillé en permanence. Partout, le nombre de caméras ne cesse d'augmenter. Cette femme habite dans la rue Reeperbahn, l'artère la plus connue, mais aussi la plus malfamée de Hambourg. Le taux de criminalité y est particulièrement élevé. Cette riveraine peut néanmoins se sentir en sécurité. Partout, des caméras. Dans la rue, devant les distributeurs et jusque dans le métro. Les caméras sont de plus en plus nombreuses. Rien qu'à Hambourg, on en dénombre 50 000. D'autres villes d'Allemagne s'équipent. Même chose en France, où le nombre de systèmes de surveillance dans les lieux publics a triplé ces dernières années. En Grande-Bretagne, les habitants des grandes villes passent devant les caméras 300 fois par jour. Big Brother est depuis longtemps devenu une réalité. Mais si Big Brother peut rendre nos villes plus sûres, après tout, pourquoi ne pas lui en être reconnaissant? Grâce aux caméras, la police peut élucider beaucoup plus de délits et instruire les coupables bien plus rapidement. Pourtant, à l'origine, les caméras ont été mises en place pour décourager les délinquants, pas pour favoriser les enquêtes. Force est de constater qu'elles n'ont pas rempli leur mission. Dans ce quartier, le nombre d'actes de violence n'a pas baissé malgré les caméras. Elles n'empêchent pas les criminels d'agir. On ne peut toutefois ignorer le sentiment de sécurité qu'elles procurent. Aujourd'hui, toutes les rames et les stations de métro de Hambourg sont équipées de caméras et les passagers se sentent plus en sécurité. Des études l'ont prouvé, les usagers peuvent enfin prendre le métro sans se sentir menacés. Mais le prix de ce sentiment de sécurité ne cesse de s'alourdir. En Allemagne et en France, la police doit encore flouter les entrées des logements et les fenêtres. Mais sur les caméras privées, impossible de le faire. En Grande-Bretagne, de plus en plus de vidéos croustillantes débarquent ainsi à la télévision et sur Internet en guise de divertissement. Cela, les Allemands n'en veulent pas. En la matière, ils se montrent nettement plus sensibles que les Britanniques. Outre-Manche, le respect de la vie privée ne signifie pas qu'on a le droit de se déplacer dans les lieux publics sans être observé. En Allemagne, si. Exemple avec Google Street View. Dans d'autres pays, les gens s'en amusent et tournent le système en dérision. En Allemagne, il a fait l'objet d'un débat passionné et aujourd'hui, les Google Cars ne circulent plus dans les rues du pays. Peut-être les Allemands prennent-ils le concept de vie privée un peu trop au pied de la lettre. Mais à force de tout accepter, les barrières ne cessent de reculer.
De nos jours, impossible de contrôler les caméras privées. Dans les centres commerciaux, par exemple, chaque client est désormais considéré comme un délinquant potentiel. Pourtant, ce n'est pas là que le besoin de sécurité se fait le plus sentir. Alors, à quoi servent vraiment ces caméras? À surprendre les gens en train de fumer? Quelques chapardages isolés justifient-ils ce qui s'apparente parfois à un flicage systématique? Maigre consolation, un centre commercial n'a pas assez de personnel pour regarder toutes les vidéos. En outre, s'il ne se passe rien, celles-ci doivent être effacées au bout de 72 heures. Alors pourquoi s'inquiéter? Peut-être parce que l'état de surveillance cher à Orwell ne semble plus si loin. À Middlesbrough, en Angleterre, la police peut même directement interpeller les personnes observées par haut-parleur interposé. Bonsoir, monsieur. Ici la centrale de surveillance. Oui, vous là, en veste sombre. Veuillez jeter vos ordures dans les poubelles prévues à cet effet. De plus en plus de caméras nous espionnent. Et avec les menaces terroristes en toile de fond, nous avons de plus en plus tendance à les accepter. La présence de certaines se justifie peut-être, mais pas au prix des libertés individuelles. Voulons-nous réellement vivre sous une surveillance constante? Une chose est sûre, bientôt il sera trop tard pour revenir en arrière. Monsieur Lepelt, vous êtes conseiller en protection des données. Et vous êtes là pour nous montrer à quel point nos informations sont peu sécurisées. Oui, en particulier à l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes actuellement à la terrasse d'un café. Et d'ici, quand on possède un ordinateur portable, on peut facilement se connecter à des réseaux Internet grâce au Wi-Fi. Dans la plupart des cas, ces réseaux ne sont pas protégés. On peut ainsi assez vite accéder à des profils de réseaux sociaux et récupérer ou modifier un peu tout ce qu'on veut. Je peux même vous montrer comment ça marche. Ok. D'accord. Alors, je vais ouvrir mon profil Facebook. On va voir ce que vous pouvez en faire. C'est très gentil à vous. Voilà, je me connecte. Je peux directement prendre le contrôle et... Attendez, vous entrez comme ça? Vous voyez? Votre mur, vos amis, tout quoi. Là, je peux télécharger vos albums photos. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non? Voilà. Je peux aussi prendre une nouvelle photo. Une de vous, par exemple. Et ensuite, je n'ai qu'à la charger. Je l'envoie à l'ordinateur et maintenant, je peux la mettre en ligne. Voilà. Pas si vite. Doucement, là. Attendez, je vais essayer de... Ah oui, essayez de l'enlever. mettre fin à cette affaire. J'arrive plus à accéder à mon compte. Bien sûr, j'ai changé votre mot de passe. Comme c'est moi qui ai le nouveau, j'ai un contrôle total sur vous. Si j'étais un vrai pirate, je ne serais pas assez bête pour faire ça. Je garderai votre mot de passe et je vous espionnerai tranquillement pour utiliser vos données. Je ne m'en rendrai même pas compte. Non, vous ne verriez rien. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, histoire de se protéger? Quand vous vous connectez à une borne Wi-Fi publique, n'accédez qu'aux pages qui commencent par HTTPS. S comme sécurité. C'est ça. Dans le cas présent, on a récupéré des données sur Dirteux, une seule personne donc. Mais on ne peut pas faire ça à plus grande échelle? Pour un quartier entier, par exemple? Ou pour toute une ville? Ça demande un peu plus de ressources, mais vous pouvez me croire, les grands collecteurs de données en savent déjà long sur vous. Voici Florian, un garçon comme les autres qui aimerait bien profiter de sa journée en tout anonymat. Pour bien commencer la journée, un bon petit déjeuner. Après tout, chacun ses goûts. Après le petit déjeuner, un peu de bavardage au téléphone avec Anna, puis une petite séance de shopping. Tiens, de la soie et l'anonymat dans tout ça. Pas franchement une réussite. Florian sème derrière lui de nombreuses informations. On sait maintenant qu'il n'aime pas le café fort et qu'il fume, qu'il appelle souvent une femme à Hambourg et qu'il a un faible pour les sous-vêtements de luxe. Étonnant puisque ses cartes de client indiquent qu'il a plutôt tendance à acheter des articles bon marché. En quelques minutes, un profil s'esquisse déjà. Et au bout de quelques mois,
Malte Spitz a tenté l'expérience. Se souvient-il de l'endroit où il se trouvait le 2 octobre 2009? Non. Nous, oui. Il se trouvait à Dülmen, dans le district de Münster, et il a assisté à un match de football. C'est bien possible, j'y suis allé avec un copain. Malte Spitz n'est pas surpris que nous soyons mieux informés que lui. Il est expert en protection des données aux parties verts. Il a récupéré toutes les informations le concernant enregistrées par son opérateur de téléphonie mobile sur une période de 6 mois, soit plus de 35 000 entrées. Un grand hebdomadaire a ensuite dressé un profil de ses déplacements. Pour chaque journée, de septembre 2009 à février 2010, on peut remonter minute par minute chaque endroit où Malte Spitz s'est arrêté, avec quel mode de transport il s'est déplacé, quand il a téléphoné, et ce, rien qu'avec les données transmises par son téléphone mobile. Et qu'en pense le principal intéressé? C'est assez flippant, comme on dit de nos jours. Pourquoi publier ces données? À mes yeux, il est extrêmement important que les gens comprennent ce qui se passe avec l'accumulation des données. Quelles sont les informations enregistrées et ce qu'on peut en tirer. Je tenais à montrer que l'enregistrement des données n'a rien d'une chose anodine, à laquelle il ne faut pas prêter attention. C'est un phénomène qui va chercher très profondément dans notre vie privée. Un exploiteur de données averti peut en effet y déchiffrer certaines de nos préférences et de nos habitudes. Horaires de travail et de loisirs, lieux privilégiés, amis, autant de détails qui font la vie privée de Malte Spitz. Un exemple extrême? Pas vraiment. En route pour une petite balade sur la toile. Google, par exemple. Vous n'avez pas oublié Florian, le fumeur au café léger et au caleçon de luxe. Il va surfer quelques minutes, comme nous sommes des millions à le faire régulièrement. Il commence par relever ses emails. Florian n'est pas le seul à lire la question de son ami. Google aussi. Le géant du web scanne les messages pour y trouver des mots-clés à des fins publicitaires. Par exemple, le mot « vacances ». Mieux encore, Google mémorise l'adresse de l'ordinateur de Florian, son type de navigateur et son système d'exploitation. Pour pouvoir l'identifier facilement plus tard, Google place également ces informations sur l'ordinateur de Florian. C'est ce qu'on appelle les cookies. Bon, assez de musique d'ascenseur. Pourquoi pas un peu de minimal techno? Au cas où vous ne le sauriez pas, YouTube appartient à Google. Florian s'attelle maintenant à programmer ses vacances. Google a retenu la requête, ainsi que les résultats sélectionnés. Mais même en quittant la page Google, Florian n'échappe pas à la soif d'information du géant du web. L'agence de voyage qu'il a choisie commercialise son espace publicitaire via DoubleClick, une autre filiale de Google. Ici aussi, chacun des clics de Florian est mémorisé. Et Google ne sait pas seulement ce qui a été cliqué, il sait également par qui. D'autant qu'en créant son adresse email, Florian a donné son vrai nom. En théorie, les nombreuses informations accumulées à son sujet permettent de dresser un véritable portrait robot. Florian s'intéresse au football, aux alcools forts et à la politique extra-parlementaire. Serait-il un hooligan, lanceur de cocktails Molotov? Il fréquente des sites de rencontres, possède un deuxième portable et s'achète de nouveaux sous-vêtements. Est-ce qu'il tromperait sa petite amie? Pas de panique, il n'y a sans doute pas grand-chose de vrai là-dedans. Mais ça fait peur, non? Par chance, Florian peut toujours récupérer une partie de son anonymat en supprimant les cookies de son ordinateur. Et ainsi reprendre ses recherches incognito, ou presque. Cookies. Voilà un terme tout mignon qui désigne une suite d'informations enregistrées sur un ordinateur. Mais si je supprime tous les cookies... Je vais t'aider à les supprimer, moi. Alors, je peux... Pas si facile de supprimer les cookies.
Je peux donc récupérer une partie de mon anonymat. Nous sommes toujours aux côtés de notre spécialiste de la protection des données. Monsieur Lepelt, c'est quoi cette partie de mon anonymat exactement? Ça veut dire que vous pouvez effacer les cookies de façon locale. Vous pouvez enlever toutes les traces sur votre ordinateur. C'est efficace, mais ça n'empêche pas votre fournisseur d'accès Internet de conserver des informations sur vous et de pouvoir vous reconnaître. En outre, vous pouvez être identifié grâce à votre comportement, c'est-à-dire aux pages que vous regardez, à l'ordre dans lequel vous les lisez, au temps que vous passez dessus et à tout ce que vous faites d'autre sur Internet. C'est un comportement unique, et c'est aussi à ça qu'on peut vous reconnaître. Est-ce qu'il existe vraiment un profil pour chaque usager dont les données sont ensuite récupérées? Oui. Les géants d'Internet tels que Facebook et Google sont d'énormes sociétés qui doivent aussi gagner de l'argent grâce à ça. Concrètement, ce sont précisément les données personnelles à chaque individu qui les enrichissent. Plus ils amassent des informations sur une personne, mieux c'est pour leurs objectifs publicitaires, et mieux ils peuvent cibler la clientèle. Tout les intéresse, ce qu'aiment les gens, leurs petits penchants, tout. On vit décidément à une époque qui n'épargne pas notre vie privée. Mais ce n'est pas nouveau. Bien avant la révolution d'Internet, l'homme tentait déjà d'en apprendre le plus possible sur son prochain. L'histoire de la surveillance commence avec une vache, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'Io, une prêtresse avec laquelle Zeus aimait batifoler. Une relation clandestine pas tout à fait du goût de Héra, l'épouse du dieu, qui engagea un garde, Argos, pour surveiller Io. Excellent choix! Argos était un géant qui avait pour particularité de posséder 100 yeux. Rien ou presque ne pouvait échapper à sa vigilance. C'est Hermès, le premier responsable de la protection des données, qui mit un terme à cette affaire. Pour la plus grande joie de Zeus. Grâce à la Bible, on sait que les Romains aussi tenaient beaucoup à l'acquisition des données. C'est à l'époque d'un recensement du monde entier ordonné par l'empereur Auguste qu'un certain Jésus C vient au monde à Bethléem. Certains affirment même que la célèbre étoile de Bethléem n'était autre qu'un drone de surveillance, mais il ne s'agit là que de spéculation. Au Moyen-Âge, ce sont les moines de l'Inquisition qui réalisent la collecte de données la plus marquante et la plus efficace de l'époque. On a d'ailleurs tendance à croire que c'est grâce à la torture que les moines inquisiteurs ont pu récupérer autant d'informations. Il n'en est rien, c'est grâce au concours de citoyens particulièrement observateurs. La partie la plus douloureuse de l'Inquisition ne fut donc pas l'extraction des données, mais leur vérification. En matière de surveillance, Louis XIV est l'auteur d'une importante innovation technique. En 1667, il fait équiper les rues de Paris de lanternes. Pas pour rendre la ville plus sûre, mais pour savoir ce que fait le peuple dans l'obscurité. Incitant certains citoyens à protéger eux-mêmes leur vie privée. Vermine ingrate. Une centaine d'années plus tard, une forme d'espionnage d'un genre nouveau se répand en Prusse. Le roi Frédéric II, dit le Grand, déclare le café illégal, pour des raisons sanitaires tout autant que pécuniaires. Une interdiction que personne ne respecte. Il décide donc d'envoyer des agents mettre leur nez dans les petites affaires de ses sujets. Fouineur devient un véritable métier, malgré un succès plutôt limité. Beaucoup plus efficace, la surveillance à l'époque de l'Allemagne de l'Est. Le recrutement de citoyens lambda en tant que collaborateurs officieux permet de glaner de nombreuses informations à peu de frais. Et aujourd'hui, plus besoin de lancer qui que ce soit à nos trousses. Nous révélons toutes nos informations sur Internet. Ou bien ce sont nos appareils qui se chargent discrètement de le faire. Voilà qui aurait sans doute fait rêver ce bon vieil Argos. Avec Pierre, on a une application qui nous permet de nous localiser mutuellement en permanence. Comme ça, je sais toujours où est mon collègue.
Et il n'y a pas que sur Internet que nous sommes surveillés. C'est également le cas quand on possède un smartphone. Aussitôt qu'il est allumé, il envoie des données et je suis localisable en permanence. Si en plus j'utilise le système d'exploitation Android, Google sait à tout moment où je me trouve et ce que je cherche sur Internet. Tous mes contacts, tous mes rendez-vous sont enregistrés sur un serveur de Google, par sécurité. Très pratique pour moi, mais également très pratique pour Google. Bonjour Julia. À mes côtés, Julia Schramm. Elle est membre du parti pirate allemand qui revendique la transparence totale sur la toile. Oui. Sur Internet, il n'y a pour ainsi dire pas de secret, pas de vie privée telle qu'on la connaît dans la vraie vie. Et nous ne voulons pas lutter contre ça. Après tout, on a tous plus ou moins les mains sales. Chaque personne a ses défauts et traîne ses casseroles derrière elle. Monsieur Lepelt, vers quelle société est-on en train de se diriger? Vers une société de moins en moins libre. Quand on sait qu'on est surveillé, on se comporte différemment. De nombreuses études sociologiques le prouvent. Mais il suffit de se regarder pour s'en rendre compte. Quand je sais que je suis observé, je suis différent. Quelle serait la solution pour vous? Mieux protéger les données? Pas forcément. Actuellement, la collecte des données se fait plutôt clandestinement, et ça, pour moi, c'est un problème. Les gens n'ont pas le choix. On parle beaucoup de la façon dont nos données à nous sont espionnées et exploitées. Pourtant, nous aussi, on aime bien avoir des informations sur les autres. On se passionne régulièrement pour les petits secrets de notre prochain. On se demande bien pourquoi. Les services secrets britanniques ont assassiné Lady Di. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni nagent en pleine crise conjugale. Et Boris Becker drague la nounou de son fils. Vous êtes au courant? Les ragots, eux, oui. Ils savent toujours tout et mieux que tout le monde. Les ragots adorent le scandale, les crises, le sensationnel. Ils sont mal vus et pourtant difficiles d'y résister. Tout le monde s'y adonne, mais jamais ouvertement. La société ne pourrait pas fonctionner sans les ragots. Ils permettent de véhiculer des informations importantes dont nous avons besoin pour évoluer dans la société. La presse à scandale agirait donc comme une sorte de glu social. Quand tout le monde se connaît, comme dans un village, les cancans vont bon train. Dans un monde anonyme et citadin, en revanche, ce sont les people qui servent à créer les liens. Ils sont intéressants parce que tout le monde croit les connaître. Les activités de notre prochain ne manquent jamais d'éveiller notre curiosité, même si c'est un peu gênant et que cela va à l'encontre de notre conception de la morale. Il ne faut surtout pas essayer d'empêcher ce phénomène, car les ragots favorisent le sentiment d'appartenance. Une équipe avec un certain sentiment d'appartenance est une équipe qui fonctionne. Dans la jungle professionnelle, on prendra pour cible la working girl, le lèche-bot et la collègue un peu farfelue. Les ragots se nourrissent des situations de crise. Réduction du personnel, coupe de budget ou au contraire expansion. Peu importe ce que la direction prépare, Radio Moquette est toujours la première au courant. Et pour se faire bien voir, rien de tel que de lâcher quelques scoops. Notre monde repose davantage sur des bruits qui courent que sur des informations concrètes. Une étude écossaise l'a montré, les ragots restent bien mieux dans la tête que les simples faits établis. Et ils nous influencent beaucoup plus. Les gens qui ne participent pas au commérage ne vont pas très loin. L'avancement professionnel repose sur 90% de ragots et sur 10% de performance professionnelle. Ce qui importe, c'est l'image qu'on a, comment on est perçu dans un groupe, dans un bureau, dans une société, y compris auprès des supérieurs hiérarchiques. Et parfois, les ragots à eux seuls permettent de gravir les échelons. Il suffit alors de laisser parler, sans rien faire, et d'accéder à la célébrité grâce à la curiosité des autres.
En Norvège, c'est en octobre que les gens connaissent un regain de curiosité. En effet, tous les salaires et toutes les déclarations d'impôts deviennent alors accessibles au grand public afin que chacun puisse savoir ce que gagne son voisin ou son collègue. De quoi nous faire frémir, nous autres Allemands, et surtout Français. C'est clair. Est-ce vraiment le monde dans lequel on veut vivre? Le débat reste ouvert. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur notre blog, à l'adresse xenius.arte.tv ou bien sur la page Facebook consacrée à Xenius. À bientôt! À la prochaine et restez curieux, mais en toute conscience.